Et bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous nous tournons vers le nord, le Pas-de-Calais plus précisément. Au programme, juments maudites, sorcières, saints, dragons et miracles. Ne perdons pas plus de temps. Cette première histoire va déjà avoir le mérite de nous faire monter sur nos grands sabots, car nous parlerons de la blanque jument, ou la jument blanche. Un animal fantomatique mauvais, esprit ou créature fantastique dont on ignore l'origine. Si vous vous baladez non loin de sa mère, sur la côte de la jument blanche, méfiez-vous alors de cet animal qui viendra vers vous avec de bonnes intentions, car monter sur son dos signifiera invariablement votre perte, comme le dit si bien cette histoire. En des temps assez reculés, non loin de sa mère, une grande peste tyrannisait la région. Cette maladie portant le nom de dévoreuse d'hommes s'acharnait à faire de la vie des locaux un enfer sur terre, jusqu'à l'apparition d'un ermite. Étrange, vêtu d'un chapeau difforme et d'un grand bâton à sa main, il se rendit auprès d'un curé du coin pour l'informer que les habitants et les malades devaient se rendre à Preur pour y prier saint Adrien, dont la croyance voulait qu'il soit capable de soigner les maux de ventre. Les habitants partirent donc vers le sud, et rapidement, une jument apparut de loin pour les observer. Calme, douce et belle, sa robe blanche semblait briller à la lueur de la lune. Rapidement, certains voyageurs ne pouvaient plus décoller leurs yeux de cette vision. La belle jument blanche s'avança alors vers les plus hypnotisés, et se tourna de façon à les inviter au voyage sur son dos. 7 hommes s'avancèrent, et il n'eut pas franchement à se battre car l'animal sembla s'allonger en fonction du nombre de passagers qui s'offraient à elle. Un homme en retrait assista au spectacle et suivit l'animal de loin en toute discrétion. Elle s'aventura dans la forêt et s'avança avec douceur vers une rivière profonde avec ses passagers complètement en transe. S'enfonçant dans les eaux, sous le regard du seul survivant de l'histoire bien caché derrière des buissons, on ne revit plus jamais les hommes, noyés et retenus par les profondeurs obscures. Bien mal leur en prit d'avoir répondu à l'appel de la blanque jument. Mais un jour, un homme un peu plus aventureux décida de monter l'animal sans son accord. Il surprit alors la jument en venant dans son dos, et grimpa sur elle en la maintenant bien fermement. La colère de la créature fut bien plus forte. Il fut rapidement mis à terre, et finit piétiné comme ultime sort. On ne revit plus jamais l'animal depuis. Peut-être qu'elle a craint qu'un jour, un humain pourrait la dompter, ou bien peut-être était-elle trop susceptible pour accepter un tel affront. Quoi qu'il en soit, voilà qui met fin à cette histoire. On peut souligner que nous ne sommes pas si éloignés de l'endroit où nous avons laissé le cheval Bayard. Il est donc compliqué de ne pas faire le lien. Peut-être une descendante, ou bien n'a-t-elle aucun lien, tout court. Quoi qu'il en soit, aucun doute que nous verrons sûrement d'autres de ces nobles animaux dans nos histoires. Ah tiens, une sorcière. Bah, je crois que c'est la première fois que nous allons en parler par ici, non ? Attendez voir que je me souvienne un peu. Dragon, fée, fantôme, le diable. Oui, je crois bien, ouais, bon, eh bien, en avant. La sorcière Marie Grouette est bien connue des enfants, car c'est typiquement le personnage qui servait à leur faire peur pour ne pas qu'ils s'aventurent là où ils ne devaient pas, à des heures où ils devaient probablement être au lit. Voilà ce que nous en dit son histoire. Cette sorcière est principalement connue pour vivre près des cours d'eau, marais et étangs dans les environs d'Odo-Marois, non loin de la rivière Aa et du canal de Neuf-Fossés. Elle avait la fâcheuse tendance à attirer les enfants un peu trop téméraires, et je vous raconte la suite en patois. Au cœur de sa grotte faite de vases et de roseaux, Marie Grouette sac les éléphants au fond de l'eau avec Saint Grouette calait tout dit d'un smain. Je suis content d'avoir réussi sans y laisser une dent. Vous avez entièrement le droit de vous moquer. Je suis habitué au patois lorrain, moi, pas vraiment celui du ch'ti. Bref, en gros, Marie Grouette vit dans une grotte qu'elle a construite à l'aide de vases et de roseaux. Et une fois un enfant entre ses mains, elle se sert de son groet, une sorte de fourche aux proportions bizarres et se voulant donc foncièrement menaçante. De quoi servir à attiser la frousse des enfants. Ainsi la sorcière, ou du moins son histoire, est connue dans pas mal de contrées autour du Nord Pas-de-Calais. Un être clairement menaçant qui a marqué la culture populaire et a probablement dû bien servir nos ancêtres, car après tout ce genre d'histoire était souvent considéré comme des sortes de garde-fous pour protéger les enfants. Les sorcières font aussi partie de notre folklore après tout. Même si j'ai pu voir d'autres histoires sur d'autres régions, comme d'habitude, je n'avais pas vraiment assez de matière pour en faire une partie entière. Donc je suis assez content pour cette fois d'avoir pu un peu en parler. Il est aussi assez intéressant de noter que chaque région possède un personnage emblématique dans ce style, que ce soit une sorcière, un esprit ou alors un animal mythique. Nous pourrons par exemple la penser à Mélusine,
ou encore moins connu et plus de chez moi, le fameux père Fouettard dont nous parlerons probablement dans une future vidéo. Quoi qu'il en soit, qui sait combien d'enfants Marie Grouët aura réussi à capturer, leur rappelant ainsi qu'il est probablement plus utile d'écouter ses parents. Cela dit, je suis assez mal placé pour jeter la pierre à ce sujet. Et vous, aurez-vous le courage de vous balader dans son marais la nuit ? Revenons donc au Moyen-Âge le temps d'une histoire, vers l'an 600 environ pour parler d'un ermite peu commun, et capable pourtant de miracles. On le disait particulièrement bon et bienveillant, et au vu de ce qu'il a fait, il n'était pas impossible de le croire. Peu de temps après la conquête de la Bretagne par le non moins mythique roi Dagobert, Jocodus, ou Joss tout simplement, s'enfuit dans le nord de la France pour y trouver refuge. Il s'installe alors dans une forêt, non loin d'un village qui s'appellera par la suite Saint-Josse. La seule compagnie qu'il connaît, c'est celle de sa basse-cour. Plusieurs poules et un coq qui faisaient office de réveil tous les matins. Peu de personnes venaient l'embêter et comme il était connu pour être bienveillant, ses relations avec les locaux n'en étaient que meilleures. Cependant, la nature est cruelle, car un aigle vint un jour voler son coq sans lui laisser aucune chance. Joss jura que cela n'arriverait pas une seconde fois. Il racheta un coq et lorsque l'aigle revint, l'homme parvint habilement à le chasser d'un simple signe de croix. L'aigle avait-il eu peur de lui ou de quelque chose de plus grand ? Quoi qu'il en soit, on le confondit alors avec un chasseur de talent, et les échos de son exploit remontèrent jusqu'aux oreilles du comte Aymon de Ponthieu, qui vint en personne l'inviter à ses parties de chasse. Visiblement, Joss se découvrit un talent inattendu, car rarement un tir ne manque à sa cible, et les animaux qu'il touchait n'avaient même pas le temps de souffrir. Il s'entendit d'ailleurs très bien avec le groupe de chasse qui rapidement le considéra capable de miracles. Un soir, alors qu'ils étaient profondément assoiffés après avoir couru derrière une biche en plein été, Joss prit son bâton et, tel un prophète, le planta dans le sol pour en faire jaillir une eau aussi pure que cristalline. D'autres miracles se firent connaître, tels qu'une aveugle retrouvant la vue par ses soins. Le plus surprenant de tous étant qu'après sa mort, Joss, dans son tombeau, resta parfaitement conservé, à tel point que ses cheveux et sa barbe continuèrent de pousser indéfiniment, tant et si bien qu'il fallait le raser et le recoiffer régulièrement. Une histoire vraiment étrange, n'est-ce pas ? Il sera connu par la suite sous le nom de Saint Joss, et son histoire aura connu plusieurs versions. Ce n'est que l'une d'elles bien évidemment. Quoi qu'il en soit, l'homme eut une vie heureuse et fit toujours le bien autour de lui. À Calais, vous aurez peut-être l'occasion de voir une conception particulièrement impressionnante, celle d'un dragon gigantesque, une structure de bois sculpté et d'acier aux proportions titanesques, haut de 12 mètres. Et le meilleur, c'est que vous pourrez même faire un tour dessus, car l'engin est mobile. Mais il y a une légende rattachée à cette conception, celle d'un dragon bien évidemment, mais pas que. Il y a tout un monde sous nos pieds, et c'est un univers qui a longtemps égayé l'imaginaire collectif de nos ancêtres, de par sa complexité et son côté inexploré. Tant de galeries qui relient à la fois mer et océan, faisant fi des lois terrestres. La légende nous raconte que sous terre, tout un monde vivrait en réalité. Un univers fantastique où nombre de créatures se seraient fait une véritable vie en totale harmonie. Il existe bien évidemment une frontière, avec la nôtre sous forme de lourdes portes en pierre cachée. Ces portes sont sous la surveillance des dragons, qui sont les garants de l'équilibre entre les deux mondes. Ils favorisent donc la paix et l'entraide avant tout, et n'ont jamais fait de mal à quiconque. Un peu à l'image de Drac dans l'Héros, qui n'aura pas connu un sort plus joyeux. Quoi qu'il en soit, au cours de travaux ayant pour but d'agrandir le port de Calais, les ouvriers auraient par erreur déchaussé une pierre sacrée qui aura eu le don d'ouvrir les portes du monde souterrain, sans même en avoir conscience. Une créature parvint donc à sortir à l'insu de tous. Seules des traces et des écailles bleutées furent trouvées dans le sable pour attester de la libération d'un dragon bleu. Un animal noble qui se trouve être celui représenté par la statue, ou l'engin mobile. L'histoire s'arrête ainsi, mais nous pouvons encore nous intéresser un peu à la créature. Dans la majorité des cas, on dit que les dragons bleus sont de nature bonne, paisible et bienveillant. Ils n'apparaissent aux humains qu'en cas d'absolue nécessité, ou en cas d'un réel danger assez imminent. Ce qui, dans notre histoire, est loin d'être le cas visiblement, car il n'a pas réellement jugé bon d'apparaître aux hommes. Ils sont également connus pour être les gardiens des mers du Nord. Ce sont des animaux que l'on retrouve régulièrement dans les folklores de toutes les régions en règle générale. Il y a toujours une petite histoire par-ci par-là. Dommage que celui-ci n'a pas réellement de nom, car je pense à titre personnel que tous les dragons doivent sûrement posséder un nom. Ainsi, du dragon de Calais ne reste que son immense sculpture. Capable de mouvements tels que se coucher, se lever, courir, bon, pas aussi vite qu'un vrai, bien évidemment. Sa tête, sa bouche, sa langue et même ses nageoires sont mobiles.
Avouez que faire un tour dessus doit être une expérience vraiment rafraîchissante dans le genre. Le mythe aura également connu un dénouement aussi paisible que discret. Le monde souterrain restera donc un mystère, ainsi que l'endroit où a pu se rendre le dragon. Peut-être qu'il a continué à errer dans l'immensité de la mer du Nord. Tournons-nous maintenant vers Arras, pour une histoire plus religieuse cette fois. Comme il est de coutume dans nos régions, la religion chrétienne a fortement impacté le folklore de différents endroits de la France, et nous laisse encore aujourd'hui bon nombre d'histoires à ce sujet. Aux environs du XIIe siècle, la ville était prise d'assaut par une terrible épidémie de peste que l'on nommait plus communément le mal ardent, car cette maladie était connue pour s'en prendre directement aux entrailles de ses victimes. Le sort de la ville semblait scellé, car même Saint Antoine lui-même ne pouvait pas soigner autant de malades, environ 140 selon notre histoire. Seul un véritable miracle pouvait les sauver, et bien évidemment, cela arriva. Deux troubadours de grand chemin se trouvant à l'extérieur de la ville eurent droit à une apparition de la Sainte Marie elle-même. Enfin, surtout l'un des deux, car ils étaient à deux endroits différents mais se rejoignirent sur place en cours de route. Elle enjoignit le duo de se rendre à l'église de Sainte-Séverine pour y trouver l'évêque de la ville. Les deux hommes ne cherchèrent pas plus loin. S'ils tenaient là une chance de pouvoir sauver tout le monde, il ne fallait pas hésiter, car la vision leur avait annoncé qu'une apparition se ferait dans l'église et qu'elle aurait le remède pour soigner tout le monde. Cela ne manqua pas, et une dame blanche, bienveillante, silencieuse et discrète apparut après être descendue du clocher. Elle tenait un cierge éteint à la main et le tendit aux hommes en expliquant comment fabriquer le remède tant convoité. Quelques gouttes de cire venues du cierge béni, mélangées à de l'eau, suffiraient à soigner les souffrances après avoir été bues et répandues sur les plaies. Mais pour que cela marche, il fallait y croire. Car quiconque n'y croyait pas serait condamné à la mort par maladie. Sur les 140 malades, seulement une personne refusa le dit remède, et bien mal lui en prit, car il ne connut malheureusement pas un sort aussi favorable que les autres. Cependant, cela aura marqué la fin de l'épidémie et le début de la légende de la chandelle miraculeuse. Pour une fois qu'un fantôme bienveillant se fait remarquer, cela change un peu je trouve. Cette histoire est beaucoup plus vaste en réalité et j'ai tenté de vous la résumer au mieux. Si vous êtes intéressé, je vous suggère de la lire en entière sur le net car il y a encore pas mal de choses à en dire. Mais dans notre cas, nous n'irons pas plus loin. Voilà qui clôture cette vidéo sur le Pas-de-Calais. Il y avait beaucoup d'histoires et j'ai personnellement eu beaucoup de mal à me décider. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour le visionnage et j'espère que cela vous a plu. Pour la semaine prochaine, nous allons repartir vers le sud. Bon, elle était un peu facile celle-là. Plus sérieusement, ce sera non loin des Alpes, mais pas exactement dessus non plus. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et une bonne semaine à venir.